Oui, alors bonjour à tous. Pardonnez-moi, la fin de la vidéo a été coupée. Dans la vidéo qui va suivre, tout ce qui concerne le renforcement osseux, en fait, la grande partie du renforcement osseux a été coupée. À la fin de la vidéo, eh ben, il y a une petite surprise en compensation pour terminer la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, voilà. Je ne vous en dis pas plus. C'est pour faire peut-être un peu de vue et puis un peu de buzz. Voilà, si éventuellement vous pouvez juste regarder la fin, il n'y a pas de souci. Mais la vidéo est super intéressante. Allez, à bientôt. Oui, alors bonjour à tous. Ceci va être une vidéo un petit peu improvisée, donc qui sera pas forcément super bien construite, mais au niveau des éléments, je pense qu'elle sera quand même super intéressante. Donc vous pouvez l'écouter en intégralité. Je vais peut-être avoir besoin de regarder mes notes. Alors, c'est pour faire une petite réaction au niveau de ce qu'a dit Clément de Mouvement Conscient. Alors, en général, il dit vraiment des choses super, vraiment intéressantes. Moi, je regarde quasiment toutes ses vidéos parce qu'il m'a vraiment appris vraiment beaucoup de choses. Voilà, c'est vraiment avec sa chaîne, celle d'Eric Flav aussi. Je regarde quasiment toutes ses vidéos. J'essaie de ne pas en perdre une. Après, voilà, je regarde aussi beaucoup d'autres chaînes, mais de façon moins régulière. Alors, en introduction, qui suis-je? Eh bien, moi, j'ai fait mon premier 10 km en 1982, j'avais 5 ans. J'ai fait mon premier 20 km quand j'avais 12 ans. À 12 ans, j'ai fait aussi Paris-Versailles en me classant 4900e sur plus de 21 000 participants. Donc voilà, pour 12 ans, être dans le premier quart, dans les premiers 25% quand même d'une course populaire, c'est quand même pas mal. J'ai été champion interrégional de course d'orientation, j'ai été ultramarathonien, spécialisé dans la course de montagne. J'ai passé mon diplôme d'entraîneur de course hors stade à la Fédération française d'athlétisme. J'ai quand même quelques petites notions, hein, quelques connaissances on va dire, et quelques expériences aussi. Parce que déjà à l'âge de 12 ans, je faisais déjà mes 50 km par semaine. Je suis monté à 80 km par semaine à un moment. Même peut-être certaines semaines, j'ai même dû faire 100 km. D'ailleurs, voilà, à 80 km déjà par semaine, mon corps quand même commençait à râler un petit peu. Mais je pense que c'est parce que je m'entraînais pas de façon optimale. J'y reviendrai peut-être. Alors, pour revenir à la vidéo, donc oui, Clément nous cite 6 façons de perdre du poids. Alors, d'abord, il nous dit qu'on ne peut pas perdre du poids localement. Oui, c'est en grande partie très vrai. Alors, en fait, c'est vraiment difficile. Il y a des gens qui vont prendre de la graisse de façon uniforme et d'autres qui vont la prendre compartiment par compartiment. Notamment, il y a certains hommes qui vont prendre de la graisse uniquement au niveau du ventre, certaines filles uniquement voilà, sur ce qu'on appelle la culotte de cheval. Et puis, quand le compartiment est plein, eh ben, le corps va stocker. Voilà, par exemple, il peut stocker d'abord dans le ventre et puis après, il va stocker dans les cuisses. Et puis, une fois que les cuisses, il y a vraiment beaucoup de gras, il va stocker ça dans les bras. Donc, ça dépend. Il peut y avoir un mix des deux, hein, bien entendu. Hein. Il peut stocker de façon privilégiée dans un entre guillemets compartiment, et puis de façon plus ou moins uniforme dans les autres endroits. Et puis voilà, c'est vrai, c'est un peu plus difficile que ça. Et par exemple, si le corps stocke de façon privilégiée dans le ventre, puis de façon secondaire, par exemple dans les cuisses, et bien en fait, quand vous allez perdre du gras, vous allez perdre d'abord dans les cuisses et ensuite dans le ventre. Donc effectivement, vous ne pouvez pas choisir, mais en gros, c'est comme une pile de livres. Hein. Vous allez perdre du gras. Vous regardez le dernier endroit où vous avez pris du gras, ben c'est à cet endroit-là que vous allez en perdre quand vous allez maigrir en fait. Voilà. Mais après, voilà, c'est vrai que
selon la génétique, voilà, tout le monde ne prend pas du gras de la même façon et tout le monde ne part pas de la même façon non plus. Alors après, être en déficit calorique, là aussi, oui et non. Alors, d'abord, deux choses. Déficit calorique à court terme, à long terme. Alors, parce que effectivement, on peut être en déficit calorique à court terme, on va perdre du poids. Et dès qu'on va plus être en déficit calorique, on va en reprendre 2 fois plus. Donc ça sert à rien. Bon. Une autre chose, j'avais lu quelque chose de très intéressant qui disait qu'en fait, entre la différence entre les gens qui prenaient du poids et ceux qui n'en prenaient pas, c'était en fait dû à leur flore intestinale. Et en fait, il y avait des personnes qui avaient une certaine flore intestinale et qui leur permettait en fait de manger quasiment n'importe quoi et sans grossir. Et ils avaient fait une expérience là avec des souris. Et alors je sais pas comment ils avaient fait justement, ils avaient fait en sorte que de prendre une partie de la flore intestinale d'une souris qui grossissait pas et de la mettre alors je sais vraiment pas comment ils ont fait hein, de la mettre dans des souris qui grossissaient et effectivement les souris qui grossissaient se sont mises à plus grossir. Donc effectivement moi j'aime pas déjà je mesure pas mes calories et puis peut-être un autre exemple qui va être plus rigoureux au niveau scientifique c'est que par exemple vous pouvez manger eh bien, un sucre plus une cuillère d'huile. D'accord. Donc, sucre plus huile. Donc, chacun a une capacité énergétique déterminée. Alors, vous pouvez les manger de façon séparée ou vous pouvez les manger de façon combinée. Ça ne va pas avoir le même effet. Alors, c'est exactement les mêmes calories, mais voilà, si vous les combinez, on appelle ça des aliments glucidolipidiques. Et ça, le corps va avoir plutôt tendance, voilà, dès qu'il voit gras plus sucre, il va avoir plus tendance à stocker ça sous forme de graisse que si vous preniez le sucre séparé et les graisses séparées. Donc c'est exactement les mêmes calories, mais si vous les prenez ensemble, vous allez avoir plus tendance à grossir. Donc voilà, donc faites attention, il n'y a pas que les calories, hein, il y a effectivement tout ce qui est tout ce qui est une sorte de microcosme intestinal. Alors je ne sais pas comment je pourrais appeler ça de façon plus rigoureuse, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais exprimer. Et voilà, et effectivement, la façon dont vous mangez, et par exemple, si vous mangez des éléments très sucrés au début de repas, en fin de repas, ça ne va pas être la même chose. Voilà, si vous les mangez en début de repas, vous allez stocker les graisses plus facilement que si vous mangez des éléments sucrés tout à la fin du repas. Le troisième, c'est effectivement de ne pas manger de la merde, donc pizza, burger, gâteau, etc. Donc effectivement, là, aucun souci, hein, il a tout à fait raison. Les régimes ne marchent pas, là aussi, je suis tout à fait d'accord. Lui, il dit ne prenez cette habitude que si vous pouvez la tenir sur un an, je suis tout à fait d'accord. Je suis même un peu plus d'accord. Pour moi, il faut tenir cette habitude-là toute la vie. Alors après, il dit oui, au bout de 40 minutes, on va taper dans les graisses profondes. Alors, déjà, en fait, le corps, quand il fait un effort, il va prendre son énergie de plusieurs endroits différents. Il peut prendre son énergie des graisses, du glycogène, et puis je crois qu'il y a une troisième source d'énergie qui est l'énergie qui est dans le sang, je crois, il me semble, il faudra que je vérifie. Je vous mettrai dans le commentaire si je me suis trompé. Et en gros, voilà, plus l'effort va durer,
Et effectivement, mais ça va être quasiment linéaire. Et plus le corps va va piocher dans les graisses, parce que plus le glycogène, il va s'apercevoir que ces réserves de glycogène s'amenuisent, et donc il va piocher, effectivement, aller taper dans les graisses. C'est plus dur pour lui, pour le corps, que d'aller taper taper dans le glycogène. Et donc, tant qu'il a du glycogène, il ne s'affole pas, il pioche dans le glycogène. Mais quand le glycogène va s'amenuiser, il va taper dans les graisses. Voilà. Et là, Clément parle de 40 minutes, mais moi je parle plutôt de 4 heures, parce qu'au bout de 4 heures, en fait, c'est le glycogène hépatique. Alors là aussi, je pense que c'est une moyenne. Je pense que l'étude parle d'une moyenne. Peut-être que chez certaines personnes, c'est 3 heures, peut-être d'autres 5 heures. Et le corps ne va plus avoir de glycogène hépatique. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, faire des randonnées de très longue durée, c'est vraiment génial, parce que le corps ne va plus avoir de glycogène, et il va vraiment être obligé de taper dans les graisses, et en plus il va s'en souvenir. Il va y avoir un effet, tu vois, il va se souvenir qu'à un moment il n'a plus de glycogène dans le sang, et il y a une sorte de burn-out effet, de burn, comment on dit, de brûle-graisse, voilà, d'effet brûle-graisse qui va se produire, et le corps va vraiment garder la mémoire, et ça à très très long terme, d'accord. Donc pour les efforts de plus de 4 heures, il va y avoir un effet très long terme, et qui va se cumuler. Donc si vous faites des randonnées de plus de 4 heures, par exemple une fois tous les week-ends, ça va se cumuler, voilà, vous en faites ça sur plusieurs années, et là, franchement, votre corps va se transformer, vous pourrez manger absolument tout ce que vous voulez, sans prendre un gramme de graisse. Moi c'est quasiment mon cas. Voilà, donc, et ça aussi, on prend pas, personne ne l'explique, parce que effectivement, si on disait pour perdre du gras, aller courir ou faire des randonnées de plus de 4 heures, voilà, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent, ils veulent faire du sport pendant 4 minutes, voilà, méthode Tabata, je fais du sport 4 minutes et puis je maigris, voilà, c'est ce que veulent les gens, mais ça marche pas, ou ça marche à très court terme, voilà. Si vous voulez vraiment un effet à très très long terme, et vraiment quelque chose de vraiment efficace, moi je suis sûr que j'arrête de faire du sport, même pendant plusieurs mois. Mon corps va pas changer, parce que voilà, j'ai une sorte de mémoire. Il y a une sorte de mémoire, mais qui vient qu'en faisant des efforts très très longs à très basse intensité. Enfin, pas à très basse intensité, à une intensité suffisamment basse pour pouvoir la maintenir pendant plusieurs heures. Et d'ailleurs, voilà, les graisses profondes, ça n'existe pas. Il n'y a pas de graisse profonde. Hein. Pour faire un effort, le corps va peut-être se servir de 30% de graisse, ou de 40%, de 50%, de 60%. Voilà. Il peut se servir d'un pourcentage différent de graisse, mais il n'y a pas de différents types de graisse. Hein. Il n'y a pas de graisse profonde. Hein. D'ailleurs, plus on est entraîné, et plus quand on va faire un effort, eh ben, on va consommer des graisses au lieu de consommer du glycogène, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est l'effet cumulé, que les gens qui font du développement personnel connaissent bien l'effet cumulé. Hein. Bon, je pourrais en parler un peu plus. Voilà, je pourrais en parler sur toute une vidéo. Donc oui, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs. Je regardais le site d'Alphabody aussi, qui disait, qui manifestement ne connaissait rien. D'ailleurs, voilà, il parle de cardio. Cardio, c'est quoi? Moi, je sais pas, je fais de l'endurance, je peux faire des séances de seuil, je peux faire de la VMA courte, de la VMA longue, je peux faire des séances de côte, je peux faire voilà, des séances spécifiques pour une certaine compétition. Voilà. Il y a des séances de cardio, il y en a des milliers de différentes.
et elles ont des effets différents. Donc regrouper tout dans un seul terme cardio, il n'y a que les gens qui parlent de cardio, c'est les gens justement qui ne connaissent rien en cardio. Euh, voilà. Moi, en général, je parle rarement cardio, sauf si quelqu'un d'autre a utilisé le terme. Bon, je reprends le terme qu'il a utilisé, mais sinon je ne parle pas de cardio. Et, voilà. Ah oui, une autre chose, oui, effectivement, il y a ce qu'on appelle aérobie, anaérobie, etc. En fait, effectivement, quand le corps manque d'oxygène, en fait, il va déclencher des mécanismes en fait, qui effectivement vont lui permettre de libérer de l'énergie. Mais effectivement, ces réactions qui fonctionnent sans oxygène, elles vont consommer beaucoup plus d'énergie. Voilà, quand on est en dette d'oxygène, voilà, on peut consommer beaucoup plus d'énergie. Par contre, on ne va pas pouvoir maintenir l'effort très longtemps. Et donc, j'avais lu qu'on pouvait consommer en dette d'oxygène jusqu'à quasiment 15 fois ce qu'on consommerait on peut respirer quand le facteur limitant n'est pas l'oxygène. Donc voilà, donc effectivement, mais on peut maintenir cet effort que sur du très court terme. Après, voilà, Clément disait oui, mais la course à pied, ça abîme les genoux. Alors, c'est faux. Enfin, ça peut être vrai, ça peut être vrai si on fait de la course à pied n'importe comment. Et moi aussi, j'ai couru avec des chaussures avec un très gros amorti, avec un drop de 12 mm. Ça oui, ça détériore complètement la posture, ça détériore complètement les articulations. Ça, c'est horrible. Mais si on fait de la course à pied dans de bonnes conditions, bon, les articulations, maintenant, je mets que des chaussures minimalistes. Alors, faut s'y habituer aussi aux chaussures minimalistes, hein, parce que, effectivement, quand on a une mauvaise posture, quand on a déjà des problèmes, c'est peut-être pas la meilleure solution, les chaussures minimalistes. Euh, voilà, il vaut mieux les utiliser quand on n'a pas de problème. Euh, ou alors faire une transition très longue. Moi, il m'a fallu plusieurs années pour faire la transition. Oui, la course à pied, ça abîme les genoux quand elle est mal faite, mais quand elle est bien faite, avec une bonne posture, etc., la course à pied, non, ça n'abîme pas les articulations. Au contraire, c'est les efforts, plus l'effort est intense, plus il va abîmer le corps. Et par exemple, au niveau osseux, ça me rappelait voilà, une émission avec Michel Simès où il comparait un karatéka en fait qui effectuait des techniques de casse sur des noix de coco, sur des briques, et puis un cow-boy. Le cow-boy, voilà, il tombe du cheval, il se fracasse, voilà, et puis on a vu sur la radio, eh ben, le cow-boy, il avait plein de séquelles, on voyait plein de séquelles sur son squelette, voilà, de traumatismes qui n'avaient jamais été guéris, alors que ben, le pratiquant d'arts martiaux qui cassait des briques, lui, il n'avait rien du tout. Il n'avait rien du tout. Pourquoi? Parce que, en fait, le cow-boy, c'est des traumatismes vraiment profonds qui sont vraiment isolés mais profonds. Alors que